édition sur i24 News. Bienvenue à tous, votre rendez-vous quotidien en direct, l'actualité au rythme du Moyen-Orient. Et voici le programme. Le drame qui alerte sur une menace croissante. Israël pleure ce soir la mort de l'un de ses soldats. Le sergent Idan Fox, 19 ans, a été tué par un drone suicide du Hezbollah dans le sud du Liban. Plusieurs autres militaires ont été blessés lors de l'attaque. La trêve, déjà fragile, est-elle en train de voler en éclats? Binyamin Netanyahou ordonne de frapper avec force. Jusqu'où ira la riposte? Quel rôle pour les États-Unis, dont Israël attend davantage de pression auprès des autorités libanaises? Le point dans un instant sur une situation explosive. En parallèle, l'Iran dans l'impasse. Téhéran tente de durcir le ton. Le président Pezeshkian réclame la levée du blocus dans la région d'Ormuz pour négocier. Volonté sincère de dialogue ou énième tentative de gagner du temps de la part d'un régime dont on peine à comprendre aujourd'hui la hiérarchie. De son côté, Donald Trump, au sortir d'une grosse frayeur, on le verra à Washington, continue de souffler le chaud et le froid. L'hypothèse d'une reprise des combats plane toujours sur l'ensemble de la région. Le président américain qui entend par ailleurs régler ses comptes avec ses alliés de l'OTAN accusés d'inaction. Et puis l'alliance des frères remise au goût du jour en Israël. Naftali Bennett et Yair Lapid feront liste commune lors des prochaines élections. Éloignés de par leurs origines politiques, mais soudés dans leur rêve de faire tomber enfin Binyamin Netanyahou, les deux anciens éphémères premiers ministres sauront-ils faire preuve de cohérence alors qu'on ignore la date du prochain scrutin? Et si le gagnant de l'opération était déjà l'actuel chef du gouvernement? Et voilà donc pour le sommaire. Bonsoir à tous. Israël en deuil ce soir et s'interroge sur la suite à donner à son combat face au Hezbollah libanais. 10 jours après l'instauration d'un cessez-le-feu fragile au Liban, on a donc appris la mort d'un jeune soldat de Tsahal. Direction tout de suite le nord d'Israël avec notre envoyé spécial Jonathan Serrero. Bonsoir Jonathan. Idan Fox, donc il avait 19 ans. Que sait-on? Que s'est-il passé? Il était 9h30 ce matin dans le village d'Al-Taïbé, situé à 5 km de la ville de Metula, dans le nord d'Israël et notamment proche à proximité de la localité israélienne de Misgav-Am, dans le sud du Liban. Un char de Tsahal se retrouve embourbé dans ce village. Un véhicule de secours est dépêché sur place. Le Hezbollah en profite pour tirer plusieurs drones contre les soldats de Tsahal qui se trouvent donc dans ce village d'Al-Taïbé. Et donc ce drone du Hezbollah, l'un des drones du Hezbollah, explose à proximité des forces de Tsahal. 7 soldats de Tsahal blessés, 4 grièvement. Et donc un soldat tué, en l'occurrence Idan Fox, 19 ans, originaire de Petah Tikva. S'ensuit les opérations de secours. Un hélicoptère de Tsahal est envoyé sur place pour délivrer notamment et délivrer les blessés de cette opération, pour transporter les blessés de cette opération vers les hôpitaux les plus proches. Et le Hezbollah continue de tirer des drones explosifs. L'un des drones explose à proximité des forces de Tsahal sans faire de blessés. Tsahal qui qualifie donc cette opération de violation flagrante du cessez-le-feu qui a été émis par le président américain Donald Trump, et le Hezbollah qui a multiplié, David, ce genre d'opération depuis 24 heures et tout au long de cette journée, en visant les positions de Tsahal au sud Liban, et l'organisation terroriste chiite libanaise qui a indiqué qu'elle ne cessera pas ces opérations tant que Tsahal sera positionné dans cette partie sud du pays du Cèdre, David. Et qu'en est-il, Jonathan, ce soir de la riposte de Tsahal, a priori dans le sud du Liban? Eh bien, Tsahal vise des bâtiments stratégiques du Hezbollah dans la partie sud du Liban. Des rampes de lancement sont aussi détruites. Des entrepôts d'armes sont visés par l'aviation de Tsahal, mais pas de frappe au nord de cette ligne jaune qui sépare désormais en deux le Liban. Pourtant, hier, le cabinet du Premier ministre israélien a indiqué avoir donné ordre à Tsahal de frapper l'ensemble du territoire libanais dans le cadre des accords, tout de même, l'a précisé le Premier ministre israélien en prélude du Conseil des ministres, en accord avec les déclarations notamment du président américain Donald Trump et ces accords tripartites entre Américains, Israéliens et Libanais, et Tsahal qui donc multiplie ses ripostes à feu doux pour préserver les chances d'une reprise du dialogue entre représentants israéliens et libanais dans les prochains jours, David. Donc on laisse encore une chance effectivement à la diplomatie. Merci
Merci beaucoup, Jonathan Serrero, en direct ce soir du nord d'Israël. Notre expert défense est également avec nous. Bonsoir, Mathias Inbar. Mathias, c'est la première attaque mortelle du Hezbollah depuis l'instauration du cessez-le-feu il y a une dizaine de jours maintenant. Oui, effectivement, parce que 2 soldats effectivement étaient tombés sur le terrain, mais selon l'enquête de Tzahal, il s'agissait d'opérations de patrouille au cours de laquelle les engins explosifs artisanaux, ce qu'on appelle des IED, ont explosé au passage des patrouilles. Ce sont des engins qui avaient été déposés par le Hezbollah, mais avant le cessez-le-feu, donc ce n'était pas activé par le mouvement terroriste. Et là, effectivement, il s'agit d'une attaque coordonnée, planifiée, téléguidée par le Hezbollah contre les forces qui sont au sol. Je vous en avais parlé. Plus les soldats seront plus ou moins statiques, plus ils seront la proie des terroristes du Hezbollah. On peut se poser la question ce soir, David, puisque je vous l'avais affirmé, et ça s'est vérifié sur le terrain, que le terrain était miné. Maintenant, je me pose la question, essayez de réfléchir et d'élargir l'image. L'utilisation des drones suicides, ça en général sur le terrain russo-ukrainien. Alors, à l'époque, je posais la question de savoir est-ce qu'une milice pro-russe a aidé le Hezbollah à miner le terrain? Est-ce que ces mêmes milices pro-russes ont aidé ou aident le Hezbollah à utiliser ces drones suicides? On pose la question, pour l'instant on n'a pas de réponse. Ça peut être des indices sur le savoir-faire, la provenance du savoir-faire. En tout cas, ces drones explosifs, Mathias, on sait que c'est un défi de taille, mais qui ne date pas d'hier pour Tzahal. Non, effectivement, plus l'ennemi est étouffé par les airs, par l'artillerie, par les tanks, par la force de pénétration offensive de plusieurs brigades ou plusieurs divisions, plus l'ennemi a du mal à utiliser ces engins. C'est justement lorsque les forces sont plus ou moins statiques que ces forces-là sont la cible. On l'a vu à Gaza, lorsqu'il y avait des avancées, ce qu'on appelle des avancées tactiques. C'est-à-dire on avance, on attend, on continue. Regardez ce qui s'est passé à Gaza. C'est là que les forces ont été la cible de drones, même de drones qui emportaient des obus de mortier. Souvenez-vous, ces 8 soldats Givati qui avaient été tués par l'envoi d'un obus de mortier depuis les airs. Le problème est là. Effectivement. En 2 mots, Mathias, parce que Jonathan nous disait qu'apparemment, il n'y aura peut-être pas d'escalade forcément ce soir. C'est votre avis aussi? C'est mon avis, c'est surtout celui... J'ai eu un briefing sécuritaire avec un officier de l'armée israélienne qui m'a confirmé. L'armée israélienne opère en légitime défense. Ça ne veut pas dire qu'elle ne fera pas si elle ne voit pas une cible, si elle ne peut pas devancer le danger ou la menace. En l'occurrence, un terroriste qui a un missile épaule ou sur le point de tirer des roquettes ou sur le point d'envoyer des drones, ça, c'est une légitime défense. En revanche, prendre l'initiative, justement, ce dont je vous parlais, d'étouffer l'ennemi en frappant très fort dans certains villages parce qu'il a des positions, ça, pour l'instant, à cause du cessez-le-feu, Israël ne le peut pas. Le cessez-le-feu qui veut être brisé par le Hezbollah pour contrer les relations directes entre Beyrouth et Jérusalem. Effectivement, et peut-être aussi pour influer sur l'Iran dont on va parler dans un instant. Merci Mathias. Le point justement à présent sur les évolutions ou non-évolutions du dossier iranien. Négociation au Pakistan toujours dans l'impasse. Le président iranien, on disait, exige la levée du blocus d'Ormuz pour négocier. Et pourtant, ces dernières heures, on constate un regain d'activité diplomatique, ce qui fait dire à Donald Trump que la porte du compromis reste grande ouverte. Les derniers développements d'abord avec Loïc Técher-Choucroux. Abbas Araghchi, de retour à Islamabad dans la semaine, c'est ce qu'annonce l'agence de presse iranienne MER. Le chef de la diplomatie est attendu dans la capitale pakistanaise alors que le bras de fer entre Téhéran et Washington continue. Shehbaz Sharif, le Premier ministre pakistanais, l'affirme, son pays reste un médiateur qu'il qualifie d'honnête et de sincère afin de favoriser une paix durable et la stabilité régionale. De son côté, l'Iran n'acceptera aucune négociation sous la menace ou sous blocus. Voilà la nouvelle menace à peine voilée du président iranien. Massoud Pezeshkian a estimé que les États-Unis devaient d'abord lever le blocus des ports iraniens avant toute tentative de relance diplomatique. Le dialogue de sourds continue. L'armée américaine estime qu'elle continuera d'appliquer le blocus du détroit d'Ormuz.
Autre annonce émanant de Washington, les États-Unis envisageraient de sanctionner les pays clés de l'OTAN qui, selon l'administration Trump, n'ont pas apporté leur soutien à l'effort de guerre contre l'Iran. Parmi les mesures envisagées figure la suspension des pays dits problématiques de leurs fonctions importantes ou prestigieuses au sein de l'Alliance, ainsi qu'un réexamen de la position américaine sur les revendications territoriales européennes, notamment sur les îles Malouines, territoire britannique disputé avec l'Argentine. L'une des options les plus envisagées est la suspension de l'Espagne de l'OTAN en raison de son refus d'autoriser l'utilisation de ses bases et de son espace aérien pour les attaques contre l'Iran. Alors, peut-on croire encore en une issue diplomatique au vu de l'intransigeance du régime iranien? Mathias, on vous retrouve. C'est vrai que la deadline non officielle, on va dire, elle est censée expirer ce soir, d'après les Israéliens. Il peut se passer quand même des choses importantes dans les prochaines heures, ou bien on reste sur la séquence diplomatique pour l'instant? Pour moi, on reste sur la séquence, parce que Donald Trump l'a encore dit tout à l'heure, j'ai tout le temps dont je dispose. Je suis en train d'étouffer l'économie iranienne. Quand ils voudront négocier, qu'ils m'appellent au téléphone. Une manière, d'un côté, de caresser dans le sens du poil le maréchal pakistanais, puisqu'il a dit « he is a great guy », selon la formule dont seul le président américain a la magie, en parlant du Premier ministre ou du président ou du chef d'état-major pakistanais. Mais en même temps, il dit « je ne vais pas envoyer mon équipe 18 heures de vol pour discuter », sachant que le chef de la diplomatie Araghchi retournerait à Islamabad, mais pour ne pas discuter du nucléaire. Alors je ne sais pas de quoi il peut discuter avec le Pakistan, mais en tout cas, visiblement, selon, je ne vais pas dire nos confrères, parce qu'il ne s'agit pas de nos confrères, Al Jazeera, il paraîtrait qu'ils vont parler, encore une fois, de discussions stratégiques entre le Pakistan et l'Iran. Donc visiblement, Donald Trump campe sur ses positions. Quand les Iraniens seront sérieux, ils discuteront. Pour l'instant, je continue à fermer le détroit d'Ormuz, en tout cas à imposer un blocus, et à ne pas aller plus loin dans ces négociations. Les USA en position de force, effectivement, et c'est ça que va mettre en valeur Donald Trump en ce moment. On accueille aussi Eyal Zisser qui nous rejoint à l'instant, un expert. Bonsoir et merci à vous, professeur. Vous êtes vice-recteur de l'université de Tel Aviv et maître de conférence au département d'histoire du Moyen-Orient ainsi qu'au centre Moshe Dayan. Alors on le voit bien, et on a dit l'Iran qui refuse de négocier sous la menace ou sous le blocus d'Ormuz, en restant quand même inflexible. Est-ce que vous ne pensez pas que l'Iran est en train de jouer avec le feu? Parce que c'est vrai que l'Iran gagne du temps, mais Donald Trump, au bout d'un moment, pourrait s'impatienter. C'est possible qu'ils perdent patience, mais les Iraniens ont des problèmes intérieurs. On ne sait pas qui prend les décisions. Tout le monde dit que la situation est chaotique en Iran et le résultat, c'est que personne ne gère véritablement les choses. Aujourd'hui, ceux qui ont le plus de force, ce sont les forces les plus extrémistes et ces forces-là n'ont pas peur d'un nouvel affrontement. Mais là, je pense qu'on a un peu une partie de poker. Trump parie sur le fait que les Iraniens vont céder à cause du blocus économique et les Iraniens de leur côté parient sur le fait que Trump ne veut pas reprendre la guerre et qu'il doit quitter la région parce qu'on sait bien que cette guerre n'est pas populaire aux États-Unis. Même dans l'entourage du président Trump, il y a des gens qui disent qu'il faut en finir avec cette guerre. Donc, au-delà du chaos qui règne en Iran, je crois qu'on a là des tactiques de négociation de joueurs de poker qui ne montrent pas leurs cartes. Voilà, Donald Trump s'y connaît en poker. Vous restez avec nous, Eyal Zisser. On va se pencher justement sur cet aspect qui compte, le chaos visiblement au sein de la haute direction iranienne qui entrave, et on le voit, les négociations en vue de mettre fin à la guerre. Clairement, l'Iran traverse une grave crise de leadership en ce moment suite au décès d'Ali Khamenei. Les luttes de pouvoir interne s'accentuent. On va en parler ce soir avec vous, Mathieu Windig. Bonsoir Mathieu, parce que les craintes d'une paralysie économique et d'un soulèvement populaire empêchent apparemment le régime de prendre des décisions cruciales concernant la guerre ou concernant même un accord avec les États-Unis. Oui, alors Donald Trump l'a dit, et il ne se dépêche pas pour obtenir un accord avec l'Iran, car selon lui, ses dirigeants se battent, je cite, comme chien et chat. Les dirigeants politiques iraniens, donc eux, ont répondu, ils rejettent toute division. Le chef du Parlement, Ghalibaf, a déclaré « En Iran, il n'y a ni extrémistes ni modérés, nous sommes tous iraniens et révolutionnaires ». Cependant,
On l'a vu, Mohamed Bakr Ghalibaf a été écarté des négociations au Pakistan, et ce, probablement par les gardiens de la Révolution. Donc, à Téhéran, il semble que personne n'est en mesure de prendre de décisions importantes. On l'a vu au Pakistan, le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, s'est retrouvé seul au Pakistan aujourd'hui. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'influence au sein du pouvoir iranien. Et donc, il semble qu'on assiste à la transition d'une théocratie islamique solide vers une dictature militaire affaiblie, celle des gardiens de la Révolution. Donc, ce serait le commandant en chef des gardiens de la Révolution, le général Vahidi, qui donne le ton, même s'il n'a pas encore pris clairement le pouvoir. Alors, c'est vrai qu'il y avait un visage, on l'a vu d'ailleurs, le successeur et le fils d'Ali Khamenei, Mathieu, qui serait grièvement blessé, Mojtaba Khamenei. D'ailleurs, certains l'ont même enterré parce qu'on a vu une sorte de monument aux morts dans lequel il apparaît aujourd'hui. Expliquez-nous. Alors, donc, Mojtaba Khamenei est apparu sur une fresque murale avec les figures du régime qui ne sont plus de ce monde. Donc, ça s'est passé à Mashhad, en Iran. Donc, peut-être qu'on va voir les images en plein écran. Donc, on peut voir le premier ayatollah, Khomeini, le président Raisi, mort dans un accident d'hélicoptère en 2024, Qassem Soleimani, qui a été éliminé par une opération américaine basée sur du renseignement a priori israélien. Donc, sa présence parmi les dignitaires iraniens décédés interroge. On ne l'a pas vu depuis le début de la guerre, depuis sa nomination, suite à l'élimination de son père. Une élimination au cours de laquelle il a non seulement perdu son père, mais sa femme. Donc, en Israël et aux États-Unis, le consensus, c'est qu'il est isolé, gravement blessé à la jambe et au visage, et qu'il n'est pas capable de communiquer librement. Donc, l'absence d'un guide suprême fort en Iran rend très complexe l'arbitrage des grandes décisions en matière de sécurité nationale, et cela contribue au chaos politique que l'on vient d'évoquer. Donc, il n'y a plus a priori, il n'y a plus de chef pour ramener les factions à l'ordre. Effectivement, merci Mathieu, vous restez avec nous. Je me tourne à nouveau vers vous, Eyal Disser, professeur. Est-ce que vous comprenez, vous, ce leadership fantôme, invisible? Est-ce que, dans un pays où on a beaucoup de renseignements, vous comprenez qu'on ne puisse pas savoir exactement ce qu'il en est du sort aujourd'hui de Mojtaba Khamenei? Tout d'abord, on n'a pas beaucoup de renseignements concernant l'Iran parce qu'ils ont coupé l'Internet. C'est aussi un régime qui est très fermé. Ils ont aussi tiré les leçons de l'attaque qui a éliminé tous leurs dirigeants. Par exemple, Israël, sans beaucoup d'efforts, a pu éliminer Nasrallah et Naïm Qassem. On ne sait pas où il est depuis un an. Donc, ils ont tiré les leçons de ces attaques et le résultat est qu'il est difficile de savoir ce qu'il est advenu de lui. Certains disent qu'il n'est plus en vie, certains disent qu'il est blessé. Alors il y a un problème, c'est certain, parce que même s'il se cachait, il pourrait diffuser une vidéo. Effectivement. Alors vous avez posé la question... C'est vrai, vous posez la question à l'instant, une question persistante, c'est qui négocie vraiment aujourd'hui au sein de ce régime iranien? Et dans quelle mesure, d'ailleurs, pour vous, cette incertitude, elle empêche aujourd'hui l'Iran d'adopter une ligne cohérente et dans ses intérêts face aux États-Unis? Je pense que ça les empêche d'être cohérents parce qu'on sait que ceux qui sont proches de Mojtaba Khamenei, ce sont les gardiens de la révolution, c'est-à-dire que c'est l'élément le plus radical. Ils sont prêts à tout brûler. D'un autre côté, on a le président, on a le ministre des Affaires étrangères, d'autres acteurs qui sont plus modérés. Donc si Mojtaba Khamenei ne mène pas la danse, donc chacun a une certaine marge de manœuvre, peut dire des choses, peut mener des négociations. Et cela empêche de parvenir à un accord, parce que si on veut arriver à un accord, il faut trouver quelqu'un dont la parole est respectée par tous les autres. Et c'est un problème. Comment savoir que tout le monde en Iran accepteront l'accord qui sera conclu s'il est conclu? Donc c'est un défi important. Et puis au passage, un régime qui verrouille visiblement toute forme de contestation en ces jours-ci. Merci beaucoup à vous, professeur Eyal Disser, d'avoir répondu à nos questions. Mathias, c'est vrai qu'on voit aussi que la région entière se prépare au scénario d'une reprise des combats. On a appris aujourd'hui via Axios, le fameux site américain, que Israël a déployé son système d'hommes de fer aux Émirats Arabes Unis, avec aussi l'envoi de troupes de Tsahal carrément aux Émirats.
là aussi, c'est une sorte de game changer pour l'ensemble de la région, même si on s'en doutait un petit peu. Ça fait des années, sans rentrer dans les détails, qu'il y a une collaboration entre certains pays, certaines monarchies du Golfe, d'autres, je pense à d'autres, sans les citer parce que la censure nous l'interdit, même aujourd'hui, David. Mais effectivement, c'est un game changer. Pourquoi ? Parce que, souvenez-vous quand même, l'Iran a déclenché le 7 octobre pour bloquer le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et Israël avec ces massacres causés par le Hamas et cette entrée en guerre du Hezbollah le 8 octobre. Mais depuis, l'Iran est de plus en plus marginalisé. Peut-être que, n'en déplaise aux détracteurs de Benjamin Netanyahu et Donald Trump, l'Iran reste sur ses deux jambes, mais l'Iran a perdu beaucoup, est en train de perdre le Hamas, est en train de perdre le Hezbollah, est en train de perdre son propre pays. Et depuis, les Émirats arabes unis disent officiellement, alors bien évidemment, ils ne sont pas devenus sionistes, et si jamais il y a une nouvelle opération israélienne à la bande de Gaza, vraisemblablement que les Émirats seront très sévères contre Israël. Mais force est de constater que les Émirats se rangent du côté des États-Unis dans cette guerre, accusent l'Iran d'avoir frappé leur pays. Il ne pourra pas y avoir de retour en arrière, dit le chef du Parlement des Émirats. Et officiellement, alors officieusement plus exactement, parce qu'officiellement, Israël se tait sur cette question-là, eh bien, prend l'armement et la défense israélienne. Ouais, c'est bon à prendre, effectivement, et c'est prouvé en termes d'efficacité. Merci beaucoup, Mathias Inbar, d'avoir été avec nous ce soir. En parallèle de tout cela, on revient sur cette séquence assez sidérante. Hier soir à Washington, le président américain Donald Trump évacué du dîner des correspondants de la Maison-Blanche après qu'un suspect ait ouvert le feu. Et oui, il avait réussi à passer le périmètre de sécurité. Des inquiétudes que nous résume d'abord Mike Wagenheim, notre correspondant à Washington. À l'heure actuelle, les autorités approfondissent leurs investigations pour en savoir davantage sur le suspect de la fusillade survenue hier soir lors du dîner de l'Association des correspondants de la Maison-Blanche. Cole Thomas Allen, âgé de 31 ans, est originaire de Torrance, en Californie. Il est diplômé de la prestigieuse université Caltech, où il a obtenu un diplôme en ingénierie mécanique, mettant ses compétences au service de la conception de systèmes de freinage pour fauteuils roulants. Plus récemment, il travaillait comme tuteur auprès de lycéens se préparant à leur examen d'entrée à l'université. Cependant, selon les autorités, ces derniers jours, il avait envoyé des messages inquiétants à des membres de sa famille, évoquant son intention de nuire à des responsables de l'administration Trump. Rien n'indique toutefois que sa famille était au courant de son projet concret de se rendre à Washington pour passer à l'acte. L'enquête sur Allen est toujours en cours. Par ailleurs, les autorités examinent également le dispositif de sécurité mis en place hier soir à l'hôtel Hilton de Washington. De nombreux participants ont estimé que les mesures de sécurité étaient tout simplement trop laxistes. Des billets ont bien été vérifiés à l'entrée du site, mais de manière très superficielle. Un seul point de contrôle était installé sur le chemin menant à la salle de bal où se tenait l'événement, des portiques détecteurs de métaux et une fouille corporelle sommaire pour certains participants. Au-delà de cela, l'hôtel disposait d'une liberté totale dans la gestion de ses clients. Il est ainsi suspecté qu'Allen se soit enregistré en tant que client de l'hôtel et qu'il ait pu dissimuler ses armes avant le début de l'événement et avant qu'une inspection de sécurité ne soit effectuée. Mike Wagenheim devant la Maison-Blanche, notre correspondant donc à Washington. Mathieu Hinding, on commente avec vous d'abord les réactions. Elles sont nombreuses, notamment en Israël. Réactions émues puisque Donald Trump y est très populaire. Effectivement, David, le président Herzog s'est dit soulagé que le président Trump, Melania Trump, et ainsi que le vice-président J.D. Vance soient indemnes. Yitzhak Herzog a adressé depuis, je cite, la Terre Sainte, ses prières pour la sécurité des dirigeants américains. Il a salué le courage de l'officier de sécurité blessé lors de l'attaque. Le Premier ministre Netanyahou a commencé par réagir sur X. Il est également, évidemment, soulagé que le président, la première dame, le vice-président soient sains et saufs. Il a également adressé ses vœux de prompt rétablissement aux policiers blessés et salué l'action rapide des services secrets. Lors du Conseil des ministres ce matin, il a répété avec quelle émotion lui et son épouse ont appris la nouvelle. Écoutez. Tout comme vous, ma femme et moi avons également été choqués d'apprendre les tentatives répétées d'assassinat contre le président Trump et son épouse. Nous sommes heureux qu'il s'en soit sorti indemne. Nous sommes heureux qu'il s'en soit sorti indemne, tout comme les hauts responsables de l'administration américaine. La violence n'a pas sa place, ni contre les dirigeants politiques, ni contre qui que ce soit.
Voilà, donc Benjamin Netanyahu en Conseil des ministres ce matin. Mathieu, aux États-Unis aussi, condamnations évidemment qui sont assez unanimes. On a le procureur général qui avance l'hypothèse d'un loup solitaire, et puis Donald Trump lui-même, apparemment, compte tirer profit de ce qui s'est passé hier soir. Oui, alors donc Todd Blanche, le procureur général des États-Unis par intérim, c'est comme le ministre de la Justice, il affirme que le tireur visait probablement Donald Trump et qu'il a agi seul. Il ajoute que la visite du roi d'Angleterre, qui débute lundi aux États-Unis, se déroulera en sécurité. C'est une visite qui est vraiment importante pour Donald Trump. Donald Trump a déjà commenté le fait que la visite soit confirmée. Pour lui, le roi Charles III est un homme courageux qui sera très bien accueilli aux États-Unis. Donc Donald Trump, oui, a beaucoup commenté l'événement. Il dit que le tireur est quelqu'un qui est malade. Mais concernant la fusillade, il a lié à un autre dossier qui est vraiment cher à son cœur. Donc il explique que la fusillade ne se serait jamais produite si la salle de bal que le président veut faire construire à la Maison-Blanche était déjà là. Cette salle de bal est également, il dit qu'elle est en construction et que tous les dispositifs de sécurité les plus sophistiqués qui soient permettraient que tout le monde soit en sécurité. Or, depuis des mois, Donald Trump plaide devant un tribunal pour que la construction ait bien lieu. Cette salle de bal coûte 400 millions de dollars et un juge américain avait suspendu le projet fin mars. Le président américain avait démoli l'aile est de la Maison-Blanche pour faire construire cette salle de bal. Donc voilà, un dossier très cher au cœur des travaux qui font débat effectivement aux États-Unis. Merci beaucoup Mathieu Windig. Et on interroge également en direct de New York Sébastien Lévy. Bonsoir et merci à vous d'être spécialiste des États-Unis. Alors d'abord, un individu quand même armé qui parvient à s'introduire dans une enceinte où se trouve le président américain et puis à tirer. Ça paraît surréaliste. Est-ce qu'on peut parler d'une faille sécuritaire quand même assez majeure, assez béante ? Il semble clairement, et je pense qu'il y a un consensus assez large aux États-Unis, qu'il y a une faille de sécurité. Alors je pense que c'est important de savoir, il n'a pas pu rentrer dans la salle où avait lieu la réunion. Mais effectivement, le fait qu'il ait pu être à l'hôtel, qu'il ait pu visiblement être un hôte de l'hôtel, qu'il ait pu rentrer avec ses armes et s'approcher aussi proche, oui, effectivement, il y a clairement une faille de sécurité. Et d'ailleurs, les journalistes en parlent même. Ils étaient extrêmement surpris que leurs documents ne soient que scannés très, très brièvement et que donc le seul portique de sécurité soit juste à quelques mètres du président. Donc clairement, sans doute, on peut imaginer que l'enquête va vraiment porter sur ces failles de sécurité. C'est ça. Et puis la question de fond, c'est qui veut la peau aujourd'hui de Donald Trump ? On s'imagine qu'il y a beaucoup de monde, que ce soit en interne ou même à l'international, surtout au vu du contexte actuel. Alors c'est un peu tôt, simplement il y a le manifeste, visiblement il a laissé quelques mots en fait, ce Cole Allen, qui a dit que, alors je cite, je ne peux pas pardonner à un violeur, à un pédophile et à un traître. Alors ça peut entraîner beaucoup de choses. On ne parle pas nécessairement aujourd'hui d'un assassinat qui serait commandité par un pays étranger, on peut penser à l'Iran. Donc pour l'instant, la thèse est plutôt celle du loup solitaire. Je pense que c'est encore un petit peu tôt, mais aujourd'hui, clairement, ça va plutôt dans la direction du loup solitaire anti-Trump, plutôt qui vient de la gauche, de l'extrême gauche, c'est plutôt ça qui est à l'œuvre. Je rajoute un point, ça donne lieu aussi à beaucoup de théories du complot. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faudra suivre dans les prochaines heures, puisque beaucoup de gens pensent que cette tentative d'assassinat, en fait, est ce qu'on appelle un false flag, est une mise en scène. Et malheureusement, c'est quelque chose de très présent aux États-Unis. Ouais, donc pour y tirer profit éventuellement Donald Trump. Mais en tout cas, la piste étrangère, de plus en plus, on sait qu'il y a des menaces peut-être, plus que par le passé, sur Donald Trump. Il y a clairement des menaces. De toute façon, l'Iran, effectivement, avait dit, ils avaient déjà évoqué le fait d'attenter à la vie de Donald Trump. Donc, clairement, vous avez des menaces qui viennent essentiellement de l'Iran. Maintenant, encore une fois, je pense que c'est trop tôt pour savoir si cette tentative d'attentat vient de l'Iran. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, la sécurité du président est évidemment menacée globalement, mais en particulier en ce moment et en particulier sur la personne du président Trump. Ouais, on s'imagine qu'il y aura des leçons qui seront tirées, des mesures peut-être concrètes, plus de sécurité. Mais en tout cas, Trump, c'est un petit peu le survivor depuis la campagne. On se souvient de l'épisode, effectivement. C'est peut-être le président le plus menacé depuis longtemps. Et quelque part, ça nourrit aussi son image et son histoire, vous pensez ? Oui, alors c'est la première fois qu'il est visé en tant que président. Il avait été visé en tant que candidat en 2024, que ce soit en juillet ou en septembre. Mais c'est vrai, vous avez raison, ça fait partie de son imaginaire, de l'homme fort. Il a tenu
hier, a parlé à la presse 1 heure après la tentative qu'il visait pour montrer qu'il était aux commandes, qu'il était fort. On se souvient aussi de la notion de fight, c'est quelque chose, on a les images qui apparaissent en ce moment. Je pense que ça fait partie du personnage Trump, c'est important pour lui. Le problème, c'est que beaucoup de théories de complotistes, évidemment, utilisent le fait qu'il puisse éventuellement exploiter cette tentative d'assassinat pour dire que tout ça est une mise en scène. Et ça, c'est évidemment le danger qu'il va y avoir aux États-Unis dans les prochains jours. Effectivement, beaucoup de zones d'ombre, toujours évidemment, et surtout à ce stade. Merci beaucoup, Sébastien Lévy, d'avoir répondu à la question en direct depuis New York ce soir. Un focus ce soir également sur un pays qui compte beaucoup dans la région, mais fort discret. On le voit depuis le déclenchement du conflit en Iran. On va parler de l'Égypte. Alors que les images du 7 octobre hantent encore les mémoires de nombreux Israéliens, certaines communautés du sud du pays ont le sentiment ces jours-ci de revivre les heures ayant précédé la catastrophe. Cette fois, ce n'est pas le Hamas, mais bien l'armée égyptienne, qui a choisi de s'entraîner à une centaine de mètres à peine de la frontière israélienne. Le déploiement serait en cours actuellement, des manœuvres qui devraient inclure des tirs. Certaines associations locales appellent déjà les autorités israéliennes à intervenir pour empêcher la tenue de ces exercices prévus pour cette semaine. 3 questions ce soir. On va les poser à Dalia Ziada. Bonjour et merci à vous d'être avec nous. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient et chercheuse associée à l'ISGAP. Alors, crainte légitime ou pas des Israéliens, est-ce que l'Égypte fait passer un message quelque part avec ses entraînements aux portes d'Israël quand même? Si oui, ce serait lequel d'après vous? Tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir. Je dirais que oui, c'est une crainte légitime et les Israéliens devraient s'inquiéter de ce que veut faire l'armée égyptienne dans le Sinaï. Cela ressemble à des exercices militaires, mais derrière ça, il y a un message bien plus large. Tout d'abord, regardez le moment choisi pour ces exercices. Hier, c'était l'anniversaire de la libération de la péninsule du Sinaï dans le cadre du traité de paix entre l'Égypte et Israël. Mais dans les médias égyptiens, on ne voit pas cela comme le résultat d'un traité de paix, mais comme le résultat de la guerre face à Israël. Il y a même eu une déclaration du président égyptien qui laissait entendre cela, qui disait « Nous avons libéré de nos propres mains le Sinaï ». Donc ça, c'est en tout cas ce qu'il voulait dire. Ce n'est pas exactement ce qu'il a dit, mais c'était très clair qu'il laissait entendre cela. Donc le début de ces exercices, immédiatement après cette date anniversaire, cet anniversaire de la libération du Sinaï, c'est un message très fort adressé à Israël. Il s'agit de dire, nous contrôlons maintenant la péninsule du Sinaï et nous nous faisons appliquer une nouvelle réalité. Et nous pouvons nous approcher de la frontière israélienne. Et donc les Israéliens devraient s'en inquiéter parce que il y a aujourd'hui une opinion très forte contre Israël en Égypte. Et souvent, l'Égypte se range aux côtés des ennemis d'Israël, l'Iran, le Hamas, etc. Donc il faut en prendre compte. Et il faut savoir que l'Égypte est un voisin d'Israël, mais ça n'est pas un ami d'Israël, c'est plus un ennemi d'Israël. Ouais, donc le calendrier, comme vous dites, qui compte ses frais. Et puis attention à cette atmosphère de provocation. Que cherche l'Égypte, d'après vous, ces temps-ci, dans ce millimélo justement de tension et d'intérêt au Moyen-Orient avec la guerre en Iran en arrière-plan? Comment se positionne-t-elle aujourd'hui face à l'Iran, face à Israël, aux États-Unis et puis aussi aux pays du Golfe, même la Turquie? L'Égypte, au début de la guerre en Iran, l'Égypte était très clairement du côté de l'Iran. Et les médias, des parlementaires égyptiens, certains officiels ont dit « Nous devons soutenir l'Iran parce qu'ils combattent l'ennemi sioniste ». En parlant d'Israël, évidemment. Donc, ils ont clairement choisi le camp de l'Iran. Il y a eu une opposition qui s'est développée lorsque l'Iran a commencé à attaquer les pays du Golfe. Alors, vous savez que l'Égypte dépend beaucoup pour son économie dépend des pays du Golfe.
donc ils ont condamné l'Iran pour avoir attaqué les pays du Golfe, mais ils continuent à soutenir la position iranienne contre Israël. Donc c'est la position égyptienne de l'Iran, et l'Égypte s'est rapprochée aussi de la Turquie et du Qatar, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ou 10 ans. Aujourd'hui, l'Égypte est un allié proche de la Turquie et du Qatar. Or, on sait très bien que ces deux pays s'identifient comme des ennemis d'Israël. Donc, Israël ne devrait pas considérer l'Égypte, plus considérer l'Égypte comme un partenaire. Il y a eu un partenariat autrefois, mais malheureusement, ça n'est plus le cas. Et surtout avec cette opinion égyptienne qui est toujours farouchement anti-Israël. Troisième question, quelle pourrait être, face à tout cela, d'après vous, la bonne attitude justement de la part d'Israël? Est-ce qu'il est temps également de faire passer certains messages aux voisins égyptiens, de dissuasion peut-être? Oui, nous avons entendu que l'armée israélienne a d'ores et déjà approuvé les opérations actuelles de l'armée égyptienne, ces exercices qui sont censés commencer aujourd'hui, du 26 avril et du 30 avril. Donc c'est préoccupant, parce que si Israël avait demandé à l'Égypte de mener des manœuvres près de la frontière, il est très probable que les Égyptiens n'aient pas accepté. Donc la question est pourquoi l'armée israélienne a été d'accord pour qu'il y ait des exercices proches de la frontière. Si les Égyptiens veulent mener des exercices, ils ont énormément de place. Le Sinaï fait 2 ou 3 fois la taille d'Israël. Mais encore une fois, c'est un message qui est envoyé aux Israéliens, et un message menaçant. Et je pense que, en fait, cela risque de mettre le feu, cela jette de l'huile sur le feu. C'est-à-dire que les choses il pourrait y avoir une perte de contrôle très rapide, et personne ne veut voir une guerre supplémentaire au Proche-Orient. En tout cas, méfiance de part et d'autre. Merci beaucoup à vous, Dalia Ziada, d'avoir répondu à nos 3 questions ce soir dans la grande édition. Et on va reprendre les bonnes habitudes. Ouvrons notre dossier de la semaine de nouveau. Alors un dossier qui va nous permettre de dézoomer un petit peu de la région du Golfe. En ces temps où le Moyen-Orient est en mutation, une puissance tente de naviguer discrètement, d'avancer en eau trouble, coincée entre son héritage kémaliste de prudence et les ambitions néo-ottomanes de son président. La Turquie observe, discute et joue sur tous les tableaux. Vous allez le voir, membre de l'OTAN, mais lié à Téhéran via l'énergie, Ankara peut-il tirer son épingle du jeu? Premier défi, la cohérence. On voit tout cela avec Loïc Técher-Chocron. Depuis le début de l'année, Ankara serait-elle devenue la salle d'attente des diplomaties secrètes? Une chose est sûre, la Turquie n'est plus un simple spectateur. Son ministre des Affaires étrangères, Hakan Fidan, le martèle. La Turquie parle à Washington ainsi qu'à Téhéran. Une partie de cette urgence s'explique par le fait que la sécurité nationale est en jeu. Le conflit iranien n'est plus distant. Des missiles ont frôlé l'espace aérien turc. Le paradoxe turc est total. Membre de l'OTAN, Ankara refuse pourtant d'aligner sa stratégie sur celle de ses alliés occidentaux. Recep Tayyip Erdogan maintient ses contrats énergétiques avec l'Iran, dont dépend 13% de son gaz, tout en affichant une rhétorique virulente contre Israël. C'est la diplomatie du funambule, trop indispensable pour être sanctionnée par l'Occident, trop liée à l'Iran pour être considérée comme une alliée de confiance. Au centre, l'imprévisibilité du président Erdogan, son rapprochement tactique avec Donald Trump, qui a dû forcer sa présence dans les négociations sur Gaza, illustre un changement de méthode, le fait accompli. Erdogan veut être le co-architecte de l'après-guerre, le garant incontournable de la stabilité syrienne et le seul capable d'ouvrir les portes de Téhéran à la Maison-Blanche. Mais le pari est risqué. En cherchant à parler à tous, Ankara risque de s'isoler davantage. Alors, une autre question se pose. La Turquie a-t-elle encore la marge de manœuvre nécessaire, ou est-elle sur le point de devoir choisir son camp alors que le bras de fer entre Washington et Téhéran s'intensifie? Alors, choisir, pas si simple. Pour mieux comprendre la nature de ce jeu turc, une donnée très concrète, c'est celle des tarifs du gaz. Bonsoir Loïc Técher-Chocron, à qui l'on doit ce dossier ce soir. Loïc, le gaz est bien un indicateur peut-être plus fiable parfois que certains discours politiques. Expliquez-nous.
Oui, ces réserves chinoises sont estimées à 1,4 milliard de barils de pétrole brut, soit 3 fois moins que les États-Unis. C'est la réserve la plus importante actuellement au monde au début de l'année 2026. Cela représente environ 3 mois de couverture pour le pays, dépassant largement la période des standards de sécurité habituels requis par l'AIE, l'Agence d'information sur l'énergie. Et les importations, David, elles ont largement augmenté, plus 16% comparé à l'année dernière pour les premiers mois de l'année 2026. Bien sûr, avant la guerre Israël-Iran, États-Unis. Avec pour objectif, vous l'aurez compris, protéger la Chine contre la hausse des prix, assurer la stabilité du marché intérieur en cas de blocage du détroit d'Ormuz. Vous allez me poser la question comment ? Eh bien, cela s'est passé par l'achat de pétrole dit sanctionné. Pékin a profité des prix réduits sur le pétrole iranien et russe pour remplir ses cuves, utilisant des réseaux de raffineries indépendantes chinoises, ce qu'on appelle dans le jargon les théières, pour contourner les circuits financiers classiques. Entre 2025 et 2026, la Chine a mis en place 11 nouvelles bases pour ses réserves. Mais David, avec toute cette stratégie mise en place par le régime, les prix à la pompe ont néanmoins augmenté à plusieurs reprises malgré un prix plafond mis en place par le gouvernement en mars 2026. La Chine a enregistré sa plus forte hausse du prix de l'essence en 4 ans, mais une première baisse a été notée. C'était hier. Le prix moyen de l'essence en Chine se stabilise actuellement autour d'1,19 € le litre. Merci beaucoup pour ces précisions, Loïc Stéchir-Choukroun. Et pour aller encore plus loin, nous sommes avec une experte, Nora Seni. Bonsoir et merci à vous de nous rejoindre. Vous êtes historienne franco-turque et professeure à l'Institut français de géopolitique, ancienne directrice de l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul. Alors c'est une question, c'est vrai qu'on se pose aujourd'hui pour la plupart des États membres de l'OTAN. Est-ce que la Turquie peut rester un membre fiable de l'OTAN aux yeux de Donald Trump, évidemment, sans aligner sa position sur celle de Washington et notamment face à l'Iran ? La Turquie a montré qu'elle disposait d'une palette de contradictions tout à fait considérable. Notamment, c'est un pays qui a pu prendre le risque d'être exclu de l'Iran. De l'OTAN, en prenant par exemple, en achetant une batterie les S-400, des missiles russes S-400, sans pour cela être exclu de l'OTAN. La seule sanction qu'elle a subie, c'est d'avoir été exclue du système de production des F-35, et c'est tout. Je veux dire, l'OTAN a tellement besoin de la Turquie. L'OTAN, c'est la pointe est de la région de l'OTAN, et l'OTAN a d'autant plus besoin de la Turquie que l'Iran fait faux bond et elle est en difficulté avec l'Iran. Donc pour cette région-là, de par son rôle auprès de la Syrie, de son rôle d'allié, de son industrie militaire, la Turquie est incontournable pour l'OTAN. Donc il y a une sorte de traitement de faveur parce que vous dites la Turquie est incontournable d'un point de vue géostratégique. Mais comment la Turquie perçoit-elle ce conflit en Iran ? Elle se sent concernée, elle se sent menacée peut-être ? Menacée non, mais concernée oui, très fort. Elle souhaite qu'il y ait que la guerre s'arrête très vite. Elle a peur d'un déséquilibre dans la région. Mais sinon, il n'y a pas de... Écoutez, l'Iran et la Turquie, j'avais écrit un papier en 2019 qui s'intitulait Iran-Turquie entente cordiale. C'est un pays, c'est deux pays qui sont à peu près de force égale, politiquement, démographiquement, du point de vue de leur intelligentsia. Ils sont comparables et ils ont depuis 1639 pas changé de
la ligne de la frontière n'a pas changé depuis 400 ans. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va y avoir quelque chose de radical entre eux. Ouais. Cependant, il y a eu de la rivalité, il y a eu des problèmes entre... Ils se sont trouvés dans des camps différents, opposés, mais jamais cela n'a dégénéré. La Turquie a protégé l'Iran pendant le blocage de l'Iran au moment où tous les pays, à peu près tous les pays du monde se sont entendus pour de sanctionner l'Iran. Et la Turquie ne les a pas suivis, ni en 2009, ni en 2010. Effectivement, donc, ne les a pas suivis donc n'a pas bloqué et n'a pas voté pour les sanctions. Alors en tout cas, voilà, vous le dites, deux géants du monde musulman qui s'affrontent à distance avec peut-être des intérêts communs par moment, ponctuellement. Merci beaucoup à vous, Nora Seni, pour cet éclairage dans le dossier de la semaine. Et retour en Israël parce que la classe politique est en train de sérieusement s'animer. C'est la petite sensation politique du jour qu'on avait senti venir. Naftali Bennett et Yair Lapid scellent officiellement leur alliance en vue des prochaines élections. Une liste commune entre deux anciens éphémères premiers ministres, l'un se disant de droite, l'autre du centre-gauche. Ils partagent un rêve depuis si longtemps commun, mettre fin au règne de Binyamin Netanyahou. Pour autant, cette fusion est-elle pertinente et suffit-il d'additionner leur score dans les sondages pour avoir une idée précise de leur poids réel ensemble? Avec nous pour en parler ce soir, l'un des plus grands experts de la politique israélienne, j'ai nommé Ben Dror Yemini. Bonsoir et merci à vous, éditorialiste pour le Yediot Aharonot. Alors les deux dirigeants ont dû, on imagine, faire un calcul dans tous les sens, calcul complexe. Ont-ils fait pour autant, dites-vous, le bon choix en s'alliant aujourd'hui ? Il y a là un phénomène bien plus passionnant parce que on voit dans beaucoup de pays occidentaux, notamment aux États-Unis, en France, il y a une division terrible et le centre a disparu. On voit ce qui se passe en France, on a Mélenchon d'un autre côté, Le Pen de l'autre, on voit ce qui se passe aux États-Unis, on a d'un côté Trump et ensuite on a les démocrates qui deviennent de plus en plus progressistes. Eh bien en Israël, le centre reste très fort. Alors qu'est-ce que le centre ? Le centre, c'est la droite libérale, c'est le centre comme celui de Yair Lapid. Et le bloc le plus important, malgré le gouvernement actuel, le bloc le plus important d'électeurs se trouve au centre et des deux côtés du centre. Donc cette union, il me semble que c'est quelque chose qui traduit quelque chose qui est plutôt sain. Est-ce que cela va leur bénéficier ? C'est possible parce que les Israéliens ne veulent pas de division. On voit les nombreuses divisions qu'il y a dans la société israélienne et il y a une volonté collective de mettre fin aux disputes et donc il est tout à fait possible que c'est un changement de direction pour le pays en vue des prochaines élections. Donc le pari de l'unité, même si c'est vrai quelque part Bennett sauve Lapid, qui était en perdition dans les sondages ces temps-ci, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, vous pensez, de confusion des genres entre les électorats de base de chacun des deux hommes, ce qui pourrait quelque part faire le jeu pendant la campagne de Binyamin Netanyahou, d'après certains? C'est une bonne question. Et je dois avouer que c'est une question que je me pose et d'ailleurs je compte écrire un article à ce sujet demain. Mais justement, le débat entre gauche et droite n'existe presque plus en Israël. Quand est-ce qu'on a entendu parler d'un débat sur deux États ou pas deux États? L'essentiel du débat est autour de l'enrôlement des ultra-orthodoxes et de la réforme judiciaire. Ce sont les deux sujets principaux. Et là, on a un dénominateur commun entre Lapid et Bennett. Concernant la question d'un État palestinien, peut-être que cela va apparaître dans le débat. Que va-t-on faire des implantations israéliennes en Judée et Samarie? Pour l'instant, en tout cas, ça ne fait pas partie du débat. Donc, dans la situation actuelle, c'est une union qui est plutôt naturelle.
Effectivement, en tout cas c'est vrai qu'il y aura l'épreuve de l'endurance puisqu'on ne connaît pas encore la date des élections, il va falloir consolider cette alliance. Ce soir on apprend que Gadi Eisenkot, donc l'autre figure de l'opposition à Netanyahou, eh bien, ne rejoindra pas cette alliance. Pour l'instant, il dit qu'il faudra plus de voix. Est-ce qu'on peut dire d'ores et déjà en quelques mots vraiment que Bennett c'est le finaliste maintenant face à Netanyahou, devant Lapid, devant Eisenkot? Pour l'instant, c'est ce qui semble être le cas, mais cela dépend aussi des sondages. D'où vient la force de Bennett? Elle lui vient des sondages. Et pourquoi Lapid est numéro 2? Parce qu'il a baissé dans les sondages. Et Eisenkot dit « Moi, je suis le meilleur candidat ». On ne sait pas, hein, c'est possible. Mais ce qui est clair, c'est qu'Israël a besoin, et là j'exprime mon avis personnel, a besoin de ce nouveau centre qui est unifié. Quelle différence y a-t-il en fin de compte entre Eisenkot et ce nouveau bloc Bennett-Lapid? Franchement, impossible de trouver des différences. Qu'est-ce qui les distingue de Benny Gantz? Là non plus, rien. Donc le fait qu'ils ne joignent pas pour l'instant ce bloc, cela ne veut pas dire que ce sera le cas d'ici une semaine, un mois ou 2 mois. Il est tout à fait possible qu'on ait un bloc du centre plus grand et plus uni ensemble pour les élections. À vérifier dans les prochaines semaines. Merci beaucoup à vous, Bendra Remini, pour cet éclairage politique ce soir. Et passage rapidement par la France, où vous allez le voir, malgré le contexte sécuritaire fragile au Moyen-Orient, de nombreux juifs de France envisagent le grand départ pour Israël. Et pour répondre à leurs interrogations, c'est l'agence juive qui organise aujourd'hui un salon de l'Alia à Paris, où nous attend Anna Papiachvili, notre correspondante. Bonsoir Anna. L'affluence, Anna, était-elle au rendez-vous aujourd'hui pour ce grand salon? Bonsoir, oui, forte affluence pour ce salon de l'Alia 2026 organisé dans la capitale française. Plusieurs milliers de participants venus ici se renseigner donc pour faire la Alia, pour monter en Israël. Évidemment, beaucoup de questions et des réponses avec une soixantaine de stands présents ici, juste derrière moi, mais également dans d'autres salles, ce qui montre l'affluence de ce salon, avec évidemment des réponses aux questions de l'intégration par la langue, de l'intégration pour le système scolaire israélien, l'intégration aussi par l'équivalence des diplômes. Et puis une petite nouveauté cette année, eh bien, on pouvait trouver du travail directement en venant au salon de l'Alia, notamment pour les ingénieurs, puisque étaient présents ici des employeurs qui sont prêts à recruter, comme Elbit System, dont on a beaucoup entendu parler évidemment avec la guerre, et puis des ministères aussi, notamment de la construction, le ministère de l'eau aussi, qui étaient ici présents pour recruter des nouveaux candidats qui veulent faire leur alia et avoir tout de suite un travail. On sait que le travail, on sait que la langue aussi, l'hébreu, et ce sont des sujets très importants pour les Français de confession juive qui veulent faire l'alia. On a justement eu l'occasion avec Justine Gouin de recueillir les témoignages de certains des participants qui sont venus à ce salon de l'Alia. Je vous propose de les écouter. C'est une question déjà, on quitte pas la France, on rentre en Israël. On sent pas ça comme quitter quelque chose, on rentre en Israël. Nos enfants habitent déjà là-bas et il a fini son travail et on rentre à la maison. Et je me suis dit de venir ici parce que ça peut être intéressant d'avoir des réponses à mes questions. Comment mon diplôme va être reconnu en Israël, quels sont les ulpanim que je peux faire éventuellement là-bas, les programmes, et comment rentrer sur le marché du travail efficacement, no stress, dans les meilleures des conditions, et voilà. Merci beaucoup Anna Papiachvili pour ces propos donc recueillis par vos soins à Paris pour ce salon de l'Alia. Allez, on est dimanche et pour conclure, vous le savez, c'est l'heure de la page santé. Ce soir, on va parler de la santé de nos yeux avec le docteur Joseph Drienne qu'on accueille avec plaisir. Bonsoir et merci. Le consultant médical avec 24 News. On va parler ce soir de la cataracte. Alors, c'est un défi qui concerne beaucoup les seniors, mais pas seulement. C'est un défi mondial. D'abord, définition peut-être. On va le voir. La cataracte est un sujet important parce que ça touche énormément de monde. On va en parler. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la perte de transparence du cristallin. Le cristallin, c'est la lentille naturelle de l'œil. C'est l'une des causes les plus fréquentes de perte de la vision. Le cristallin va perdre sa transparence de manière naturelle, mais aussi à cause du vieillissement. Ce qui va se traduire par une diminution de l'acuité visuelle. Plus de 50% des personnes de plus de 60 ans en sont atteintes.
ou en tout cas sont concernés. Bon, il existe d'autres types de cataractes, ce sont les cataractes congénitales chez les enfants, ou secondaires à certaines affections, comme les uvéites ou le diabète. Il y a des cataractes qui sont liées également à la prise de médicaments, comme les stéroïdes, et enfin, les cataractes post-traumatiques que l'on rencontre aussi suite à des accidents. Alors, la cataracte est la principale cause de cécité dans le monde. Et c'est pour ça qu'il faut en parler. Alors, les symptômes, justement, ça ressemble à quoi ? Les symptômes sont simples. Ça peut se manifester de différentes manières. Une vision floue, vision obscurcie, une diminution de l'éclat des couleurs, une myopie qui apparaît soudainement ou une vision double sur un œil. À un stade avancé, la pupille peut sembler blanche ou grise. Chez les enfants, les symptômes sont différents, avec un strabisme, c'est-à-dire une déviation de l'œil, ou bien un reflet blanc dans la pupille. Alors côté traitement, peut-être prévention aussi, les bons réflexes. Le traitement, il est simple. Il est simple, vous allez comprendre. Le traitement, il est chirurgical. Et c'est tout. Voilà. Le seul traitement possible est chirurgical. Il s'agit de l'opération la plus pratiquée dans le monde. C'est intéressant, ça. Et son taux de réussite est très, très élevé. Cette intervention est réalisée en ambulatoire, c'est-à-dire en une journée, et prend environ 15 minutes. Elle se fait sous anesthésie locale. Le cristallin est éliminé et remplacé par un implant. L'œil opéré est enfin contrôlé le jour même, puis une semaine après, et ensuite après, au bout d'un mois. Pendant cette période, les patients doivent tout simplement appliquer des gouttes antibiotiques et anti-inflammatoires. Et c'est fini, et c'est plutôt rassurant et encourageant. Votre santé, ce que vous avez de plus cher, eh bien, il faut en prendre soin. Merci infiniment, Dr Zriel, pour ces précieux conseils, comme toujours. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, c'est Myri Maman qui vous attend pour Regard croisé. Très bonne soirée à tous sur Ice 24.